Samedi 8 avril 2023, la librairie Ombre Blanche recevait les deux fondateurs des éditions gersoises Tristram, Sylvie Martini et Jean-Hubert Gaillot, également écrivains, ainsi que le journaliste et écrivain Jean-Jacques Greff, autour des ouvrages de retraduction de Robert Louis Stevenson. Lors d'une rencontre organisée en partenariat avec Occitanie Livre et Lecture et la Cinémathèque de Toulouse. On va commencer par remercier Occitanie Livre et Lecture et la manifestation des 24 mots par seconde. Remercier aussi la Cinémathèque de rendre cette rencontre possible autour de cette question de la traduction en littérature avec, alors sur le plateau, Jean-Jacques Greff, le traducteur de L'Île au Trésor qui était paru en 2018 donc chez Tristram, et le tout nouveau tout chaud Dickens de Grandes Espérances qui est sorti à l'automne dernier. Donc on va un petit peu regarder aussi, faire un petit point sur les 20 années de Tristram. 35, oui. Bah. Moi, j'en fais que depuis les 20 dernières, moi. Et avec beaucoup de traductions, avec aussi un vrai programme de traduction et de retraduction de livres. Et donc, bien sûr, Jean-Jacques Greff, traducteur, qui a aussi publié une dizaine de livres de romans pour enfants et pour ados aux éditions École des loisirs, Médium. Et en réfléchissant à comment je pourrais introduire un petit peu cette question de la traduction, je me suis dit qu'en fait, il y avait dans tout ça une conjonction de désirs. Il y avait alors le désir d'écrire les livres, mais ça, c'était pour Dickens, pour Stevenson à la fin du 19e siècle. Mais aujourd'hui, il y a cette conjonction, un double désir qui naît de Jean-Jacques Greff et des éditions de Tristram, de faire revivre les traductions, de rendre au goût du jour des textes qui sont traduits maintes et maintes fois. J'avais regardé pour Stevenson, c'est quand même un cas aussi très particulier, mais en 1994, on comptait près de 30 traductions différentes de L'Île au Trésor. Alors avec des choses extrêmement différentes, mais ça je pense ça va être vraiment intéressant de parler de la manière dont les traductions reflètent aussi le temps dans lequel elles paraissent. Voilà. Alors, on va commencer par Tristram, Sylvie, Jean-Hubert. Ces idées de traduction, elles viennent de vous. Alors, parce qu'il faut savoir que les éditions de Tristram sont nées aussi du projet de la retraduction complète de Tristram Shandy de Laurence Sterne. Merci d'oublier tout ce soir. Vous n'avez pas lu les micros allumés. Et puis le catalogue est aussi parsemé de grandes traductions. Il y a donc, les Mark Twain il y a une dizaine d'années, mais il y avait aussi Arnaud Schmitt, mais il y avait aussi Hunter Thompson. Enfin, voilà, qu'est-ce qui vous a donné envie au départ de retraduire ces grands classiques-là ? Oui, donc comme tu le disais, le nom de la maison d'édition, Tristram, ça vient de ce roman anglais du XVIIIe siècle qui s'appelle Vie et opinion de Tristram Shandy, de Laurence Sterne, et qui est considéré par les Anglais comme l'un de leurs plus grands classiques, plus ou moins l'équivalent de Don Quichotte pour la littérature espagnole ou pour nous de rappeler. C'est un grand classique, mais c'est un grand du XVIIIe siècle, mais très moderne pour l'époque. Alors les Anglais ont peut-être le chic pour des choses extrêmement excentriques. Tristram Shandy est un roman qui ressemble absolument à aucun autre, avec beaucoup de jeux, avec la typographie, avec des digressions interminables, enfin pas interminables, qui arrivent toutes à peu près à bon port, c'est-à-dire nulle part. Et alors, ce qui était intéressant pour nous avec ce texte, c'est que d'une part, à l'époque où on a conçu le projet de la maison d'édition, c'était l'idée des lacunes, c'est-à-dire qu'il pouvait y avoir des choses extraordinaires
qui était totalement absente du paysage, c'est-à-dire qu'à l'époque on a commencé, Tristram Shandy en France avait disparu des librairies, il n'y avait plus aucune traduction disponible. Quand on parlait de Laurence Sterne à des gens même très cultivés, ils ne voyaient pas du tout ce qu'on voulait, de quoi on voulait parler. Enfin, c'était quelque chose d'absent. Et les personnes qui connaissaient la traduction ancienne, par exemple les étudiants qu'on avait fait suer sang et eau en fac d'anglais sur Tristram Shandy, ne trouvaient pas ça drôle du tout, alors que pour les Anglais, c'est un monument de drôlerie et d'humour. Parce qu'il y avait en fait un problème avec les traductions qui existaient jusqu'à présent. Donc en fait, de commencer par une traduction et par ce texte-là, ça permettait de traiter des tas de sujets ensemble. Et peut-être que le plus important d'entre eux, il fallait trouver le bon traducteur. Ça, c'est une autre chose. Je ne vais pas en parler, ça nous emmènerait trop loin. Mais pour nous, c'était très important de faire la démonstration que les textes, même anciens, peuvent nous être contemporains. Ça, c'est le miracle de la littérature, et du fait qu'on doit pouvoir traverser les siècles en lisant des livres anciens, mais que les nouvelles traductions permettent de renouer avec un aspect du texte qui nous le rend incroyablement contemporain, sans du tout le changer ou le trahir. Donc c'est cette chose très mystérieuse de la traduction qui fait qu'un texte est le même sans être le même, puisque, comme disait Hopfner, tous les mots sont changés, toutes les voyelles, enfin toutes les lettres sont changées, mais que sans chercher à faire une démonstration quelconque, par nature, je dirais, le traducteur d'une époque donnée, s'il n'obéit pas trop aux règles de conformisme, ou si les règles de conformisme de l'époque dans laquelle il traduit ne sont pas trop fortes, comme ça a été le cas dans les années 50, par exemple, où le cahier des charges des traductions était un véritable carcan. Donc ça donnait des traductions qui avaient une physionomie tout à fait particulière et qui parfois allaient contre le texte d'origine. Donc si on a la chance d'être dans une époque plus libre, comme je pense, c'est le cas peut-être maintenant, mais peut-être aussi parce qu'on a nous-mêmes, Tristram, initié ça, je suis désolée de le dire, mais à une époque où ça ne se faisait pas. Voilà. Donc on avait fait cette traduction comme si Laurence Sterne, ce gars un peu cinglé du XVIIIe siècle, était l'un de nos contemporains. Et le traducteur dont c'était l'optique, enfin l'optique, il ne s'agit pas de moderniser ou de rendre plus neuf, mais je ne sais pas comment dire, d'être plus naturel, je dirais, il y a quelque chose comme ça. Et en tout cas, voilà, ça avait très bien fonctionné avec Tristram Shandy. Et ensuite, ça a été le cas avec des textes de Twain. Donc, à chaque fois, le but, c'était de le présenter comme des nouveautés. Et heureusement, Jean-Jacques Greff, qui avait bien noté ces traductions nouvelles, qui avaient fait un peu de bruit. Et il s'est dit, ben voilà, on a des gens qui comprendront ce que moi, j'ai envie de faire dans un premier temps, avec Stevenson et l'île au trésor. Ce que j'avais fait, que j'avais dans mon tiroir depuis quelques années. Ce que vous aviez déjà fait, voilà. Et ensuite, de grandes espérances de Dickens. Ben oui. Bon, c'est à moi de parler un peu. Bon. Oui, donc, j'ai toujours trouvé très triste que les gens y lisent des versions pas extraordinaires ou médiocres de livres formidables. Donc, j'étais triste pour mes amis qui lisaient pas les vrais textes, mais je ne pensais pas que j'allais me faire ça. Parce que, bon, c'est vrai que j'écrivais des romans de différentes sortes et d'autres choses. Mais
j'étais journaliste et j'avais une collègue qui à un moment était même ma rédactrice en chef, et elle avait étudié l'anglais pendant 6 ans ou 7, pendant 7 ans au lycée, comme la plupart des gens, plus encore 2 années à la fac. Et quelquefois, elle venait me voir avec un article, un morceau de papier de 3 lignes qu'elle avait découpé, mais je ne sais pas, dans le New York Times, etc. Et elle me demandait si je pouvais le traduire. Elle ne pouvait pas traduire 3 lignes d'anglais, quoi. Et je trouvais ça très dommage. Alors je me disais, comment est-ce qu'on pourrait faire pour que les gens comprennent l'anglais, arrivent à lire en anglais. Alors, c'est plus facile maintenant parce qu'il y a un machin qui s'appelle Duolingo sur Internet. C'est très très bien, c'est des leçons, c'est vraiment bien fait. Je suis en train de faire un peu de japonais avec Duolingo. Il vous envoie un truc tous les jours et c'est pas mal. Mais à l'époque, il n'y avait pas ça. Alors, j'ai eu une première idée, c'est de faire des livres, des sortes de livres bilingues, où il y aurait... non, avant de faire ça, de faire des livres, non. J'ai eu l'idée d'abord de faire des livres qui commençaient de façon très simple et puis qui se musclaient un peu au fur et à mesure. Donc, le premier que j'ai fait, c'était une autobiographie, non pas de Tristram Shandy, mais de Marilyn Monroe. Donc, au début, elle est bébé, donc elle parle, c'est que des phrases de 2 ou 3 mots, avec des mots très très simples. Hein. Elle dit mama, enfin, quand elle est née, elle dit too much noise, turn off the light, enfin, je sais pas, enfin, pas tout de suite, c'est encore plus simple au début, puis finalement ça devient un peu plus compliqué, mais pas tellement compliqué. Et puis j'en ai fait un avec Einstein, parce qu'Einstein, il parlait très mal anglais, il faisait ce qu'il pouvait, donc j'ai imaginé que il écrivait une lettre à une étudiante enfin bon, il y a eu une histoire un peu, donc il écrivait une lettre et puis c'était aussi très simple. Et puis j'ai fait aussi un roman sans rapport avec des personnages connus où ça a commencé, c'était quelqu'un qui voulait exprès faire un truc pour aider les gens à apprendre, c'est commencé très simple, ça devenait plus compliqué. Et puis donc je connaissais quelqu'un chez Hachette, donc je lui ai donné mes projets. Il était patron en fait. Alors il me les a rendus en disant je les ai montrés à nos spécialistes de l'apprentissage de l'anglais et ils ont dit c'est pas comme ça qu'on apprend l'anglais. Alors ça vous apprendra à faire des choses innovantes. Mais ensuite il y a des ordinateurs qui sont arrivés et même des tablettes et j'ai commencé à un moment, je faisais des petites applications pour l'iPad et l'iPhone. Donc c'est un peu de programmation, comme ça, voilà, je savais faire ça un petit peu. Et j'ai eu l'idée, donc là, de faire un truc bilingue. Alors, il y aurait le texte, mettons, en anglais ou en français. Mettons qu'il y aurait le texte en anglais. Quelqu'un qui a étudié l'anglais pendant 6 ou 7 ans, etc., il peut lire un texte simple, mais de temps en temps, il bute sur une phrase ou un paragraphe. Et alors, quand on cliquait sur... un paragraphe qu'on ne comprenait pas, et il s'affichait dans l'autre langue. Alors, je n'ai pas fait ça avec ma version de mes histoires de Marilyn Monroe ou de Einstein, parce qu'entre-temps, j'en avais fait des romans à l'école des loisirs, que tout le monde peut lire. Même sur Einstein, j'en ai fait 3 différents. Et donc, à ce moment-là, j'ai eu l'idée de le faire avec l'île au trésor, parce que j'avais fait une petite randonnée dans les Cévennes, ce qui s'appelle le chemin de Stevenson. C'est parce qu'il a fait lui-même une randonnée en 12 jours. Alors, tout le monde ici sait sûrement que Stevenson était écossais. Hein, il n'était pas anglais ni américain, il était écossais. Et il s'intéressait, entre autres choses, à ce qui s'était passé en France au moment de la révocation de l'édit de Nantes, où il y a eu ce qu'on appelait des dragonnades. Il y a eu une sorte de guerre un peu dans les Cévennes. Il y avait des protestants qui sont partis à Berlin ou en Afrique du Sud, à différents endroits. Puis il y en a d'autres qui sont restés sur place et qui faisaient semblant d'aller à l'église, mais qui restaient protestants. Puis il y a eu Louis XIV a envoyé des troupes. Enfin bon, alors Stevenson est allé à la recherche de tout ça et il a loué une ânesse qui s'appelait Modestine. Et en 12 jours, il a fait un chemin dans les Cévennes, aux endroits où il y a eu des dragonnades, ce qu'on appelait des dragonnades, c'est-à-dire les dragons qui venaient avec leurs canons. Enfin, bon. Et
Alors, on peut faire ce chemin, il y a des gens qui le font. D'ailleurs, ça va bientôt être la saison, je pense. Et moi, j'ai fait un moment où c'était pas vraiment la saison, il n'y avait pas trop de monde. Et de temps en temps, sur les arbres, il y avait des petits panneaux avec des extraits du texte que Stevenson a fait pour raconter son voyage dans les Cévennes avec Modestine. C'est un livre qu'on peut acheter sûrement ici en anglais et là-bas en français. Alors, c'était des textes que je trouvais sympathiques. Alors je me suis dit, tiens, je vais lire ce machin-là. Et puis, tiens, tant qu'à faire, je vais relire L'île au trésor, que j'ai lu quand j'étais jeune et que j'aimais bien. Et donc, quand j'ai lu L'île au trésor, j'ai trouvé que c'était un texte qui méritait certainement d'être traduit. Parce que, alors, il faut que je dise aussi que j'aime beaucoup Dickens. Et dans Dickens, il y a une particularité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui parlent très mal. Parce qu'en Angleterre, c'est vrai en France aussi, hein, surtout au XIXe siècle, les gens ne parlaient pas de la même façon selon leur classe sociale. Alors les nobles, là, ceux qui étaient tout à l'heure à la Cinémathèque, qui ont vu L'île au trésor, là, on vient de voir une version de L'île au trésor. Donc il y a des nobles là-dedans et puis il y a des pirates. Les nobles, ils ne parlent pas le même anglais que les pirates. Mais de même en France, certainement, les nobles ne parlaient pas le même anglais que le même français que les pirates. Donc Dickens, il faisait ça très bien. Les nobles, ils parlent un bel anglais et les pirates, ils parlent un très vilain anglais avec des mots inventés, enfin des mots qui n'existent pas et d'horribles fautes de grammaire. Alors, donc je sais d'expérience que les traductions qui existent ne font pas ça. Alors, j'ai toujours pensé que les traducteurs, ils avaient été traumatisés par leurs professeurs quand ils étaient à l'école, quand ils étaient petits, et que quand ils avaient des fautes, il y avait des croix rouges dans la marge, et puis ils se faisaient engueuler et tout. On leur enlevait 1 point par faute et tout. Et du coup, ils n'osaient pas écrire du mauvais français, quoi, avec des fautes d'orthographe et de grammaire. Et ils ne voulaient pas faire ça. Mais c'est vrai en anglais aussi. Il y a tout un tas d'explications sur... par exemple, si vous lisez les cours de littérature de Nabokov qu'il faisait à Harvard, alors Nabokov, il aimait beaucoup Tolstoï et il détestait Dostoïevski parce qu'il disait Dostoïevski écrit comme un cochon. Il écrit très mal. Et alors, les traductions traditionnelles de Tolstoï et Dostoïevski en anglais, elles sont pareilles. C'est bien écrit pour Tolstoï et c'est bien écrit aussi pour Dostoïevski. Parce que la traductrice, qui s'appelait Constance, je ne sais plus comment, elle ne voulait pas écrire du mauvais anglais. Et donc, j'ai essayé L'île au trésor, et puis c'est amusant de faire du mauvais français. Alors, c'est pas compliqué, il y a un exemple dès la première page du livre. Donc là, ceux qui ont vu le film, il y a une sorte de pirate qui arrive dans l'auberge où Jim, le narrateur du livre, qui est un petit garçon, ou un jeune garçon, il est le fils de l'aubergiste. Et il y a un vilain bonhomme qui arrive, un peu bizarre. On ne sait pas encore que c'est un pirate au début. Et il dit, là, il me faut du rhum, un œuf, des œufs et du rhum, ça ira. Et il dit, alors en anglais, « How you might call me. You might call me captain. » Alors, might, c'est un mot qui n'existe pas. C'est un mot valise. C'est un mot qui est fait de 2 mots. Il pourrait dire « How you might call me ». Il pourrait dire aussi « How you ought to call me ». C'est 2 manières de dire, c'est comment vous pourriez m'appeler, comment vous devriez m'appeler. Et il a mis ensemble les 2 mots pour faire un mot qui n'existe pas. Alors, c'est les pirates qui parlent mal. Donc, j'ai fait la même chose en français. Et au lieu de, on pourrait dire comment il faudrait que vous m'appeliez, ou bien comment vous devriez m'appeler. Donc j'ai mis comment vous faudriez m'appeler. Vous voyez, c'est la même chose. J'ai fait ce que Stevenson a fait en anglais, et je l'ai fait en français. Et donc j'ai fait pareil pour tous les pirates, Long John Silver et les autres. Ils parlent mal, et j'ai essayé de trouver des équivalents. Ce n'est pas toujours facile, mais quelquefois j'y arrive, quelquefois j'y arrive pas. En tout cas, les traducteurs précédents, ils ne s'étaient pas donné le mal de faire ça, voilà. Et donc c'était un peu nouveau. Est-ce que c'est le fait qu'ils ne se soient pas donné le mal, ou est-ce que c'est qu'ils ne pouvaient pas le faire? C'est-à-dire que... Non, ils avaient peur d'avoir une croix rouge dans la marge. Oui.
Et puis ça se faisait pas parce qu'il y a quand même ce truc que, particulièrement Stevenson, mais c'est le cas aussi de Jack London. Oui, Jack London aussi. Oui. Ils ont été récupérés finalement comme étant de la littérature pour enfants. Oui. Donc on ne pouvait pas mal écrire aussi pour les C'est enfants. vrai, oui. Alors, donc, L'île au trésor, c'était un livre pour enfants. C'est un livre que Stevenson a fait pour le fils de sa femme, qui n'était pas son fils à lui, mais voilà, qui est un jeune homme. Et le livre présente la particularité, d'après les gens très savants, que le fils, en fait, il a participé à l'écriture d'une certaine façon. Hein. Il n'était pas seulement l'inspiration, mais il a aidé un peu. Et le père de Stevenson a aidé aussi pour les histoires de haubans et de trucs comme ça, parce que dans le livre, c'est très détaillé. Alors dans le film, on fait confiance aux gens qui construisent des bateaux. Je ne sais pas si le bateau dans le film est exact, mais dans le livre, le père de Stevenson, son métier, c'était inspecteur des phares en Écosse. Hein. Ils étaient écossais, donc. Et il y a beaucoup de phares en Écosse parce qu'il y a beaucoup de récifs et d'îles dangereuses, etc. Et donc il y a des phares, et il inspectait les phares pour l'administration. Et Stevenson allait avec lui. Mais en tout cas, le père de Stevenson connaissait les bateaux beaucoup mieux que Stevenson lui-même, et donc il a aidé Stevenson à ce que ce soit juste du point de vue des bateaux. Donc c'était un livre pour enfants, effectivement. Et Stevenson n'avait pas peur de faire des pirates qui parlent horriblement pour les enfants. Alors Dickens, il faisait ça pour des adultes, mais aussi ses livres étaient aussi lus par des enfants, en vérité. Hein. Mais Jules Verne, qui écrivait en principe pour les enfants, il ne faisait pas tellement ça. Hein. Il aurait pu. Il y a quand même une constante, et même après dans le catalogue Tristram on retrouve, Mark Twain, c'est pareil, il y a aussi Oui. Finn et Tom Sawyer sont aussi des enfants. Il y a quand même ce truc-là qui fait que c'est pas forcément de la littérature enfantine, mais... Oui. Alors, dans le cas de Mark Twain, il y a une particularité, donc, on peut parler un tout petit peu de Huckleberry Finn, parce qu'il y a une actualité en ce moment. Et c'est qu'il y a une petite préface où il dit « J'ai essayé de rendre exactement la manière dont parlent les Noirs. » Voilà. Donc... mais il va même plus loin, puisqu'il dit de rendre les différentes manières dont parlent les Noirs, qui ont toutes sortes de dialectes selon le village des États-Unis. Oui, bien sûr. Donc, ce n'est pas une seule manière de mal parler. Oui, voilà. Donc, il y a un personnage qui s'appelle Jim, d'ailleurs, comme le personnage de l'île au trésor dans Huckleberry Finn, et qui parle très mal. Alors, le livre présente la particularité que les gens au XIXe siècle, à l'époque de Mark Twain, eh bien, ils utilisaient un mot pour les Noirs, ils disaient « nigger ». Nigger, ce qui est nègre en français. Et aujourd'hui, ce mot est interdit en Amérique. Donc le livre, eh bien, il n'est plus étudié en classe parce que le mot est interdit. Alors à un moment, ils ont fait une version modernisée où, au lieu de dire nègre, on disait homme de couleur. Mais c'est quand même pas pareil. Alors aujourd'hui, ils sont en train de réviser des livres. Alors ils sont en train de réviser les livres de Roald Dahl, parce qu'il y a des choses qu'on ne dit plus aujourd'hui. Et puis, d'autres livres. Donc, il y a toute une discussion. Donc, il y a des gens pour, des gens contre, etc. Et alors, il y a beaucoup de gens qui lisent sur des tablettes. Alors, en particulier, la tablette d'Amazon. Amazon a une tablette. Et alors, là, les journalistes ont appris à cette occasion que les gens qui ont la tablette, de temps en temps, le texte change. Il change tout seul. Hein? De temps en temps, si on fait attention, on s'aperçoit, tiens, c'est plus le même texte. Il n'y a plus de nègres d'un seul coup, il y a des hommes de couleur. Enfin, je fais juste un petit aparté pour signaler que le livre de Mark Twain, donc aux États-Unis, il a été interdit 2 fois. Il a été interdit du vivant de Twain, parce que simplement prendre le parti des esclaves en fuite, comme il le faisait dans Huckleberry Finn, c'était tout simplement pas chrétien, pas catholique, c'était pas chrétien. Et donc il fallait pas mettre ce livre dans les mains des enfants, qu'il fallait protéger absolument de ce genre de texte subversif à l'époque. Et il est donc interdit un siècle plus tard, pour la raison inverse, enfin pour la raison diamétralement opposée, c'est-à-dire la même chose. Quoi. Oui. Moi j'ai un fils qui habite à Los Angeles et je vais le voir une fois par an, plus ou moins, sauf quand il y a une pandémie. Mais donc, il y a une librairie, il y a des bonnes librairies là-bas. Il y a une librairie pas très loin de là où il habitait à un moment,
Et ils ont une belle vitrine. Et une fois par an, mais donc ce n'est pas la seule librairie, beaucoup de librairies font ça, il y a une journée des livres interdits. Donc ils mettent en vitrine tous les livres interdits. Donc comme Huckleberry Finn, mais comme par exemple la Bible. Hein, parce qu'il y a quand même plein de vilaines choses dans la Bible. Donc ce n'est pas non plus à montrer aux enfants. Hein. Donc c'est des livres qui, par endroit, un livre qui est interdit. Mais il y a tous les livres que vous pouvez imaginer sont interdits à un endroit ou à un autre aux États-Unis, parce qu'il y a des gens encore très puritains, etc. C'est quelque chose de spectaculaire. Ce qui est intéressant avec cet aspect des choses, c'est que lorsqu'on parle des déboires de textes comme Huckleberry Finn aujourd'hui dans les pays anglo-saxons, ça n'est évidemment pas un problème de traduction, puisque c'est le texte original lui-même qui est, alors on ne prononce pas forcément le mot censure, mais qui est amendé, rectifié. Mais pourquoi l'est-il ? Parce qu'il y a des critères d'époque, des critères moraux, la volonté de correspondre à des courants d'opinion qui, avec évidemment des arrière-pensées commerciales, c'est-à-dire que je pense que pour les livres de Dahl ou prochainement à Agatha Christie, la question est celle-là, c'est-à-dire que ces livres très très grand public que souvent on fait lire aux enfants, donc très jeunes ou qu'on étudie à l'école, s'ils se retrouvent en porte-à-faux avec les nouveaux critères moraux ou les nouveaux dictats moraux, ça va évidemment réduire leur audience. Et dans le cas de Dahl, ce sont les ayants droit, les héritiers, qui, pour continuer à percevoir il y a beaucoup d'argent, des royalties importantes, acceptent finalement que l'on modifie le texte original. Donc ça c'est une chose. Donc c'est vraiment sous la pression de considérations évidemment tout à fait extérieures à la littérature. Mais ce sont les mêmes considérations qui expliquent que historiquement il y a eu si souvent, et qu'il continue d'ailleurs si souvent, il y avoir de mauvaises traductions, puisqu'évidemment dès lors qu'on traduit, on est en quelque sorte débarrassé du respect absolu, strict du texte original, puisqu'il va de toute façon falloir en donner une version dans une nouvelle langue, donc en faisant des choix. Et donc là, la censure, qui ne dit pas forcément toujours son nom, qui ne procède pas forcément toujours non plus d'une volonté de censure, peut prendre les biais les plus divers. Il y a celui du bien écrire dont on parlait tout à l'heure, et je ne crois pas d'ailleurs que ce soit simplement l'autorité supérieure des éditeurs qui ait brimé les traducteurs dans leur volonté de bien faire, puisque dans le cas, par exemple, de Tristram Shandy, dont parlait Sylvie tout à l'heure, la traduction contre laquelle, chez Tristram, nous avons traduit avec le traducteur Guy Jouvet, contre laquelle il ne s'agissait pas de faire une anti-traduction, mais c'est la traduction qui avait tellement nui à l'existence et à la réception de ce texte en France, et donc il fallait évidemment proposer tout à fait autre chose. Cette traduction était signée par Charles Moron, qui était un très grand universitaire, qui lui-même, je crois, a dirigé ou conseillé des collections de littérature, et qui donc avait aussi finalement une fonction d'éditeur. Et donc là, c'était vraiment la volonté d'un grand universitaire, et on pourrait en citer beaucoup d'autres, qui délibérément faisait ce choix de proposer des textes qui, en français, de manière consciente et assumée, allaient considérablement dériver par rapport à l'original, parce qu'ils avaient des critères par rapport à la langue cible, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire le français. Donc on voit bien à travers ces quelques exemples que la transformation d'un texte et donc sa trahison, elle peut tenir à des raisons commerciales, elle peut tenir à des raisons littéraires ou de bien écrire, ça peut répondre à des raisons sociopolitiques, comme on le voit aujourd'hui avec les rectifications de textes. Et effectivement, tout cela, ce sont des problèmes de traduction et qui permettent évidemment de parfaitement comprendre qu'aucune traduction jamais, et même celles que nous publions chez Tristram, qui sont aujourd'hui considérées comme excellentes parce qu'elles sont indiscutablement meilleures que celles qui ont précédé, mais nous-mêmes, et d'une manière qu'on ne peut probablement pas percevoir au moment où on est en train d'en parler, nous répondons à nos propres critères d'époque sur ce que peut être ou doit être une bonne traduction. Oui, en fait, je dirais quand même que dans le cas Tristram Shandy, où c'est la liberté de l'écrivain, si
si le critère d'un texte est la liberté de faire, hein, comme dans le cas de Tristram Shandy, mais dans le cas de Twain, dans tout, je pense tous les cas qu'on voit là, et que l'objet de la traduction, ça soit d'être aussi libre que le texte d'origine, dans sa, dans sa manière d'aborder tout simplement la question de la littérature elle-même. On a peut-être quand même des chances d'être moins dans un carcan que de répondre à des critères autres. Je ne sais pas lesquels, mais autres. Oui, mais peut-être pas. Oui, parce qu'en effet, dans les quatre principales traductions de l'anglais ou de l'américain qu'on a publiées, donc Tom Sawyer, Huckleberry Finn, L'île au trésor et De grandes espérances, on peut dire que pour ces 4 livres-là, les problèmes dans les versions françaises existantes étaient énormes. C'est-à-dire que les textes étaient défigurés, parfois jusqu'au contresens, souvent jusqu'au contresens, et sur des aspects absolument fondamentaux, qui étaient même la raison d'être de ces textes. Jean-Jacques a parlé de l'anglais très particulier dans lequel s'expriment les pirates, des différents niveaux d'anglais dans lesquels s'expriment, selon leur position sociale, des personnages des Grandes Espérances. Dans le cas de Tom Sawyer et surtout de Huckleberry Finn de Twain, les choses avaient pris une dimension absolument tragique, puisque le second livre, Aventure de Huckleberry Finn, c'est Huck qui raconte lui-même son histoire à la première personne. Non seulement il la raconte, mais il l'écrit. Il l'écrit puisque, à un moment donné, il dit, si j'avais vu que c'était aussi dur d'écrire un livre, je m'y serais jamais mis. Et en même temps, il raconte son histoire avec les moyens linguistiques qui sont les siens, c'est-à-dire, c'est un gosse, il n'a jamais mis les pieds à l'école, il n'a jamais reçu la moindre éducation, et il ne peut raconter son histoire qu'avec les mots qui sont les siens dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire un anglais, un américain qui est très, 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 très loin de la norme. Il est constamment en train d'inventer une manière de parler. Alors, c'est extrêmement savoureux, c'est extrêmement expressif, l'invention est permanente, l'humour et la jouissance liée à cette langue qui est la sienne et celle de personne d'autre produit la dimension littéraire absolument unique du livre. Et comme il s'agissait pendant des décennies et des décennies de publier Huckleberry Finn en bon français, il raconte son histoire au passé. Au passé simple parce que c'est le temps de la narration, ce qui veut donc dire que pendant les 500 pages que dure ce roman, cet analphabète de Huck est constamment en train de faire siffler les imparfaits du subjonctif. Donc le livre est à nouveau comique, mais plus du tout pour les mêmes raisons que dans l'original, et ça n'était pas du tout ce que Mark Twain avait écrit. Donc le contresens était absolu. Alors évidemment, lorsqu'on le remédie à de tels contresens, le saut qualitatif entre la nouvelle traduction et celles qui ont précédé est gigantesque, et en théorie devrait faire de la nouvelle traduction, disons, une référence canonique, évidemment, pour assez longtemps. C'est pas notre sujet tout de suite, mais il est amusant d'ailleurs de voir qu'il s'est passé à peu près 120 ou 130 ans sans qu'on soit foutu en France de traduire ce que Twain avait réellement écrit dans Huckleberry Finn. Maintenant que Bernard Hopfner l'a fait en 2008, les nouvelles traductions pullulent. Donc il y a une pléiade Mark Twain qui évidemment met de très bonne facture de Philippe Jaworski, mais qui met ses pas dans les traces que Bernard Hopfner a frayées. Il y en aura une autre dans quelques jours chez un autre éditeur, et il y en aura peut-être maintenant tous les ans ou tous les 2 ans. Voilà, c'est devenu facile à faire. Et là, on retombe dans des choses qui ont peut-être également trait à des opportunités commerciales, mais c'est un autre sujet. Parce qu'ensuite, historiquement, je pense que Jean-Jacques le sait encore mieux que nous, parce que vous avez l'avantage de lire absolument couramment les textes originaux. Et puis vous êtes un grand voyageur, donc vous connaissez aussi des littératures d'autres origines. Parfois, on fait de nouvelles traductions, non pas parce que les traductions existantes sont insatisfaisantes, mais simplement on considère qu'elles sont vieilles. Et pourquoi ne pas tenter autre chose? C'est par exemple ce qui s'est passé avec... il y a eu 2 grands exemples récents. Il y a eu 1984, où vraiment la traduction courante était très très contestable, et il y avait autre chose et mieux à faire. Mais dans le cas par exemple de Ulysse de Joyce, il y avait la traduction historique d'Auguste Morel, revue par Valérie Larbaud, Stuart Gilbert et Joyce lui-même.
qui est une traduction absolument époustouflante, absolument extraordinaire, qui pendant des décennies a vraiment permis d'acclimater l'œuvre si particulière de Joyce auprès du public français et pour en faire vraiment un pilier de la littérature moderne. Donc là, la traduction n'a pas fait obstacle, elle a au contraire porté vers le lecteur français un texte qui est cependant assez difficile d'accès. Et il y a quelques années, les éditions Gallimard, qui étaient d'ailleurs déjà titulaires des droits, donc ce n'était même pas un effet de concurrence, parce que beaucoup de temps avait passé, ont décidé de proposer une autre traduction, qui est une traduction collective, alors qui certes bénéficiait de l'exégèse qu'il y a eu pendant des décennies sur le texte, mais la première avait bénéficié de l'exégèse de l'auteur lui-même, Joyce. Donc on peut considérer que ça ne s'imposait pas, et tout un tas de lecteurs amateurs de Joyce et de Ulysse aujourd'hui, lorsqu'on en discute tout micro coupé, y compris quand ce sont des gens qui travaillent chez Gallimard, reconnaissent parfois avoir toujours une préférence pour la traduction ancienne, qui a encore quelque chose d'indépassable. Oui, c'est le cas pour Malcolm Lowry aussi, pour Sous le volcan. Mais on pourrait même regretter que certains textes français ne puissent pas être un petit peu remis aussi dans la... Oui, c'est ça, retraduit en français. On pense par exemple, je sais pas, mais Gaston Leroux, c'est une langue qui a terriblement vieilli aujourd'hui, alors que les intrigues ne l'ont pas tant que ça. Et, Oui, alors ça c'est la blague classique d'un texte français qui peut laisser un peu sa ligne, sa forme. Il est courant d'entendre dire il sera meilleur en traduction. Ouais. Alors j'avais trouvé quelque chose moi, un propos de Louis Postif, qui était un traducteur de l'entre-deux-guerres. Il y avait pour toute cette galaxie d'écrivains, Stevenson, mais Jack London aussi, et avec Théo Varlet, il traduisait beaucoup, et j'ai trouvé un truc, une phrase dans l'introduction qu'il avait faite de Cro-Blanc en 1923, où il écrivait « London est un émotif de premier ordre, mais la solide culture classique des races latines lui a manqué. Le rôle du traducteur devient alors infiniment délicat. Sans s'attacher obstinément à un mot littéral, le traducteur doit s'efforcer de faire jaillir le plus fidèlement possible la pensée éclose dans l'original. » C'est-à-dire que pour arriver à être fidèle, il faut vraiment complètement s'éloigner c'est un paradoxe assez étonnant. Alors, ça rappelle un peu l'image de... c'est Céline qui disait, pour la littérature, si on veut que ça ait l'air vrai, c'est comme s'il y avait une surface d'eau, à la surface de l'eau, où le bâton droit a l'air courbé. Donc, si on veut que le bâton ait l'air droit, ben, il faut le courber d'abord. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut appliquer à la traduction exactement. On a le traducteur Guy Jouvet, d'ailleurs, de Tristram Shandy, disait que pour lui, et on a découvert là depuis le week-end dernier que c'était que Philippe Jacotet, c'était ce qu'il disait également, c'est que l'écriture est déjà une traduction, puisque c'est une traduction de ce qu'on cherche à dire. De ce qu'on ressent, de cette chose, et qu'il faut traduire en mots. Voilà. Donc il faut effectivement, même de ce point de vue-là, on peut considérer que même le moindre langage est déjà une traduction, et donc une trahison du sentiment. Mais là, en l'occurrence, dans la citation de 1923, lui, parce que quand on lit ensuite Cro-Blanc dans cette traduction-là, on voit bien à quel point il a presque romantisé la phrase. Il a rêvé une phrase de Jack London qui n'existe pas. Jack London était au contraire extrêmement précis et on inverse des bras entiers de phrases pour pouvoir lui donner une tournure presque, pour pouvoir donner à ces grands espaces de l'Alaska ou du Grand Nord, désert de Chateaubriand presque. Et alors, comment, concrètement, comment vous y êtes pris parce que dans ce que vous disiez tout à l'heure, j'avais l'impression qu'il y avait une sorte de plaisir presque enfantin, de plaisir du jeu dans la traduction pour aller chercher le... Non, dans certains passages. Dans les passages où c'est les pirates, par exemple, c'est amusant à faire. Et alors c'est vrai qu'à une époque de ma vie, j'ai été ce qu'on appelle concepteur-rédacteur dans la publicité. Donc là, certains de mes collègues faisaient beaucoup de choses avec des jeux de mots idiots. Ça m'arrivait de le faire aussi. Donc,
on s'entraîne à écrire comme les rédacteurs du Canard enchaîné, qui font les titres du Canard enchaîné, des choses comme ça. Donc à ce moment-là, on arrive à obtenir des choses. Mais bon, sinon c'est un travail. Et actuellement, je fais aussi de temps en temps, je traduis mes propres romans en anglais. Et là, je suis en train de traduire en utilisant ChatGPT. Vous savez ce que c'est? C'est un logiciel d'intelligence artificielle, comme on dit. Ça marche très bien. C'est vraiment bien. Il est très très fort. Mais alors, il est un peu bête quand même. Et de temps en temps, il faut quand même une phrase sur deux à peu près, il faut corriger. Mais c'est plus facile de corriger que de traduire. Mais alors, ce qu'il y a, c'est que quand on le fait, on ne peut pas lui donner tout le roman et puis il va le traduire. Il faut donner une page ou deux à la fois. Il ne veut pas traduire plus qu'une page ou deux à la fois. Donc, je découpe en petits morceaux, je donne une page, il traduit, ensuite bon. Et à un moment, je n'ai pas fait attention, je lui ai donné 2 fois le même morceau. Et là, j'ai découvert à ma grande surprise qu'il donnait 2 traductions différentes. 2 traductions vraiment différentes. Et c'est sa petite particularité. Mais donc c'est pour ça qu'on peut avoir à refaire des traductions tant qu'on veut et que chaque traducteur fera une traduction différente. C'est un peu étrange. Et mettons, parfois ça m'est arrivé mettons, commencer une traduction. Alors, entre les 2 livres, j'ai fait beaucoup d'essais, j'ai proposé beaucoup de textes à ces charmantes personnes ici, parce que j'ai traduit un livre, un autre. Par exemple, mettons, j'ai traduit David Copperfield, mais il est beaucoup plus gros que celui-là, ça pose des problèmes de coût du papier, des choses comme ça. Bon, alors je traduis, et puis finalement, je me dis, tiens, je vais regarder comment c'était en français, et donc je regarde une première traduction, et puis une autre. Et puis, je suis très étonné de voir à quel point on peut avoir des choses différentes pour le même texte. C'est quelque chose de très, très étrange, au fond. Parce qu'on pourrait penser que c'est ce qu'on dit dans une langue, on peut le dire dans une autre. Ben non, pas du tout. Et dans certains cas, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, souvent, on voit qu'il y a quelqu'un on refait une traduction pour que ça soit plus moderne, entre guillemets, ou plus fidèle aussi. Et par exemple, dans les livres dont j'ai lu 2 traductions, par exemple, il y a un livre japonais qui est un livre classique du XIe siècle. C'est un roman. C'est le premier. C'est comme La recherche du temps perdu. Donc c'est un roman très en avance sur son temps qui s'appelle Genji Monogatari. Donc en français, le titre en français, c'est Le Dit du Genji. Donc le titre lui-même, il fait un peu moyenâgeux, alors que, par exemple, cette dame qui est là, elle me disait que l'autre jour, elle a vu un film qui s'appelle Voyage à Tokyo. En japonais, c'est Tokyo Monogatari, c'est-à-dire c'est choses à dire sur Tokyo. Et c'est donc le même mot que dans Genji Monogatari, que le mot du XIe siècle. Donc ce n'est pas la peine de faire du français moyenâgeux. Et en anglais, on dit The Tale of Genji, ce qui est une traduction exacte. Alors, donc, moi, j'ai lu une traduction qui datait de 1925 à peu près. C'était quelqu'un du groupe de Bloomsbury qui s'appelait Arthur Waley, qui était un poète qui traduisait du chinois et du japonais. Et c'est vraiment une belle traduction. Et puis, donc, j'ai lu ça il y a longtemps déjà. Et puis, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle traduction. Quelqu'un qui s'appelle Sidon Sticker a fait une nouvelle traduction en disant, quand même, il faut bien dire que la traduction d'Arthur Waley, c'est bien, mais c'est quand même tout faux. En plus, il a enlevé carrément un chapitre qui ne lui plaisait pas, et puis c'est pas juste. Donc, il fait une traduction juste. Donc, on a une traduction juste maintenant par rapport à la traduction de Waley. Mais Waley, c'était un poète, et Sidon Sticker, c'est pas un poète. Donc, il y a un monde entre les deux. C'est-à-dire que la traduction de Waley, elle est magnifique. C'est-à-dire, elle est belle. Alors, peut-être qu'elle n'est pas exacte, mais elle est beaucoup mieux, de mon point de vue, que la traduction de Sidon Sticker. Donc ça, c'est délicat.
sur la question de la traduction. Et vous savez qu'en plus, le texte japonais en lui-même, je crois savoir que donc, du japonais du XIe siècle était devenu totalement illisible pour les japonais modernes. Ah oui, bien sûr, eux, ils peuvent pas. Et c'est Tanizaki qui l'a retraduit dans les années 20. C'est rigolo, c'est que en japonais. quand je vais au Japon et puis que je leur dis, mettons, j'aime bien Genji Monogatari, elles vont dire, oh, anone, ça, vous lisez Genji Monogatari Je dis, bah ouais. En traduction, je le lis et eux, ils ne peuvent pas le lire. C'est comme si un Japonais venait ici et dit j'aime beaucoup la chanson de Roland. On dit ah bon ah oui. Mais alors, donc, si vous avez des amis anglais, vous pouvez leur dire que vous aimez bien Shakespeare et tout. Mais eux, ils ont beaucoup de mal à lire Shakespeare. C'est très difficile. Pour les Américains, c'est encore plus difficile même. C'est pareil pour les Espagnols, pour Don Quichotte, et nous pour Montaigne. C'est quand même un peu difficile à lire, faut bien le dire. Et alors moi, il m'est arrivé de lire un peu du Montaigne en anglais. Parce que surtout l'apologie de Raymond Sebon, c'est ça. Et je trouve que c'est difficile en français. C'est quand même un truc philosophique et en anglais, c'est plus facile. Et alors, il y a des gens qui font des arrangements de Montaigne un peu modernisés, mais c'est délicat parce qu'on perd le charme de la phrase. Et ce qui est bien, c'est une phrase à la fois a une sorte de goût et de saveur, etc. Mais si on lit tout un chapitre, peut-être qu'on ne comprend pas tout ce qu'il dit. On admire les phrases une à une, mais comprendre ce qu'il veut dire, c'est plus difficile. Et en anglais, c'est plus facile. Oui, et d'ailleurs sur cette influence des traductions dans la deuxième langue, moi il me semble que dès lors que les traducteurs français de romans américains, et notamment de romans policiers, de romans noirs, ont compris que ce n'était pas possible de continuer à mettre du passé simple. Ah bah oui. Et puis d'ailleurs en anglais ou en américain, il n'y a pas de passé simple. Et donc il y a eu toute une littérature américaine en traduction qui a généralisé l'emploi du passé composé. Évidemment, ça fait des textes qui sonnent très différemment, l'action n'avance pas de la même manière. Il y a une sensation de modernité, de proximité qui est flagrante. Ces deux livres-là garantissent en passé simple. Enfin, un peu, il y en a peut-être un ou deux quand même. Oui, il y a 0,2% de passé simple. Oui, parce qu'il ne s'agit pas non plus d'interdire de manière absolue le passé simple. Et donc, il y a tout un tas, parmi les nouvelles générations d'auteurs français, qui ayant été abreuvés de lecture de littérature américaine, mais en traduction, et donc avec le passé composé plutôt que le passé simple, ont eux-mêmes généralisé l'emploi du passé composé, ou plutôt le renoncement au passé simple, dans des textes écrits directement en français, et autres rétroactifs, dès lors que la littérature française contemporaine, souvent la plus intéressante, était au passé composé, lorsque les récits étaient au passé, ça a évidemment donné un coup de vieux à toute une littérature française antérieure, Gide, etc., enfin tout un tas de choses, qui évidemment est au passé simple, et là on n'y peut rien, c'est au passé simple, et ça restera au passé simple. Donc voilà, donc la traduction, ça marche dans les deux sens, ça a un effet sur notre perception des œuvres originales, mais ça a aussi un effet sur l'évolution de notre propre littérature, et c'est peut-être l'occasion de dire d'ailleurs, en tout cas c'est le point de vue que nous avons avec Sylvie, lorsque nous publions L'île au trésor ou De grandes espérances en français, nous publions des textes français contemporains de Jean-Jacques Greff, qui sont des traductions de romans beaucoup plus anciens, mais ce sont des textes français contemporains, l'un de 2018, l'autre de 2022, qui, à l'instant de leur parution, viennent instantanément enrichir le patrimoine de la langue française, et qui produiront des effets aussi sur ce qui peut s'écrire en français. Mais au fond, est-ce que c'est pas aussi l'impératif de notre époque là, depuis les années 70, de vouloir absolument être qu'il y ait une corrélation la plus proche possible entre le texte original et le texte et le texte français, parce que pendant très longtemps, ça n'a préoccupé personne.
les libertés prises. La tradition des belles infidèles, c'était quand même quelque chose du 19e siècle. Bien sûr, on assumait parfaitement le fait qu'il puisse y avoir des coupes. Par exemple, nous avons au bureau des éditions alors très anciennes, contemporaines de Stern, ou jusqu'au début du 19e siècle, où le texte est adapté. Alors, ce n'est pas la Bibliothèque verte qui a aussi proposé des tas de versions adaptées, mais si on considère que c'est trop long, que ça va emmerder le lecteur français, on supprime. On dit, voilà, ça c'est intéressant pour les Anglais, pas pour les Français, donc voilà. Et non. Et c'est l'éditeur Denis Roche, qui est un grand éditeur des années 70-80, qui, je me souviens d'un interview de lui formidable, dans la deuxième moitié des années 70, donc c'est finalement pas si vieux que ça, à l'époque où il commençait à développer la collection Fiction et compagnie qu'il avait créée au Seuil, et qui à ce moment-là était une collection très singulière dans le paysage éditorial français, puisque elle se proposait et elle a publié des auteurs français contemporains, des traductions d'auteurs étrangers, des essais littéraires, des biographies, voilà, donc des textes qui traditionnellement auraient plutôt été répartis dans des collections différentes chez le même éditeur. Et lui, il avait compris, et il était très très précurseur de ce point de vue-là, qu'il était bon qu'il y ait des lieux d'édition où précisément la littérature sous toutes ses formes soit juxtaposée de manière à ce que cette proximité dans le catalogue ou dans la liste d'études d'une collection d'œuvres d'horizons divers, soit par le registre littéraire, soit par l'origine linguistique ou par les époques, puissent dialoguer entre elles et montrer à quel point elles peuvent être contemporaines les unes des autres. Chose qui nous a d'ailleurs beaucoup inspiré chez Tristram, où on n'a pas de collection. Il y a une seule collection qui est le catalogue lui-même, et où tous ces textes sont à égalité, sont présentés sur le même plan, c'est-à-dire tous contemporains. Et sur quoi je voulais en venir, c'est que Denis Roche, donc dans les années 77 ou 78, disait qu'il considérait que la France avait un énorme retard dans la traduction, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'auteurs très importants, y compris dans la langue pourtant la plus traduite qui était l'anglais, qui ne l'était pas, et donc c'est comme ça qu'il a traduit Pynchon, des auteurs postmodernes américains, et tout un tas de choses. Ça paraît étrange aujourd'hui parce qu'on a plutôt l'impression inverse parfois, c'est qu'on a l'impression que tout ce qui vient d'Amérique est traduit systématiquement, sans recul, sans discernement, jusqu'à un certain encombrement peut-être des tables des libraires avec des textes qui prennent de la place et qui n'étaient pas forcément tous nécessaires. La situation était bien différente dans les années 70 et 80. Et c'est aussi à ce moment-là qu'il y a eu le début de ce mouvement auquel je pense Jean-Jacques est par ailleurs très étranger, d'une approche de plus en plus scientifique, ou en tout cas de plus en plus théorique de la traduction. Il y a un mot à mes yeux ou à mes oreilles plutôt extrêmement désagréable, mais qui s'est imposé, qui est la traductologie. La traductologie, donc il y a des colloques de traductologie. Et donc les traducteurs eux-mêmes, enfin en tout cas certains d'entre eux, parmi les plus éminents, prêtent la main à cette, à ce mouvement où on... Voilà, c'est comme si le structuralisme faisait un comeback, non plus dans les sciences humaines, mais dans le champ de la traduction, puisqu'il s'agit d'un champ, hein, dès lors qu'on emploie des mots savants. Et c'est peut-être l'un des travers qui guette certaines approches aujourd'hui de la traduction. Par exemple, beaucoup de traducteurs actuellement disent la pire chose qu'on puisse me dire en lisant ma traduction, c'est tellement bien traduit que j'ai pas eu l'impression de lire une traduction. Alors ça, il y en a que ça vexe énormément et qui au contraire, et d'ailleurs Bernard Hoffner était un petit peu comme ça, il dit, moi je suis content quand on me dit, ah oui, on voit bien que ça n'a pas été écrit en français. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui résiste et que le texte en français continue à porter la trace d'une origine qui n'est pas le français. Et juste pour terminer sur les aspects amusants de la traductologie, en gros, c'est comme les Shaddock et les Gibi. Hein. Il y a deux grandes écoles qui s'affrontent. Ceux qui pensent qu'il faut effacer les traces du travail de traduction pour qu'on lise simplement un texte français comme si tout naturellement il avait toujours existé en français. Ce sont les ciblistes, c'est-à-dire la langue cible. Et puis il y a ceux qui pensent qu'il faut qu'on sente dans le texte français que c'est un texte japonais ou néerlandais ou espagnol ou américain. Et donc ce sont les sourcistes, la langue source.
Peut-être qu'il y aura les sourblistes ou les je ne sais pas quoi. Mais voilà, je disais que Jean-Jacques Greff est très étranger à ça, puisque on commence un petit peu à se connaître, on a parlé de ces questions-là déjà à plusieurs reprises, et vous n'avez jamais cette approche théorique, scientifique de ce que doit être une traduction, ce qui ne veut pas dire non plus que vous en parlez comme d'un artisanat éclairé, c'est d'une autre nature, mais quand vous posez la question, jusqu'à présent, parce que je pense que Nicolas va vous la reposer à nouveau tout à l'heure, vous dites, bah non, je traduis. Oui, enfin, je suis quand même un scientifique au départ. Mais non, il me semble au fond, il y a un point très important, c'est de bien lire le texte original. Donc c'est là que souvent le bas blesse, je trouve, dans les traductions, c'est que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas vraiment lu. Il y a quand même beaucoup des traductions du 19e siècle où je me dis, ils n'ont pas lu. Ils écrivent autre chose complètement. Hein. Ils n'ont pas compris, mais ils l'ont pas vraiment lu. Et plus... Alors, moi, j'ai l'impression que je vais trop vite. Je me dis, il faudrait que je fasse comme ChatGPT, c'est que systématiquement, je fasse 2 versions différentes pour que ça soit mieux, ou 3. Il faudrait que je travaille plus. Mais, donc, je vais peut-être trop vite. Mais par moments, je me rends compte que j'ai essayé quand même de faire des choses qu'on ne fait pas spontanément. C'est que, par exemple, en anglais, il y a 2 sortes de mots. Il y a des mots longs et des mots courts. Alors, les mots courts, c'est les mots qui viennent de l'ancien anglo-saxon, et les mots longs, c'est les mots qui viennent du latin ou du français. Parce que les Anglais, ils parlaient français à un moment. Et après l'époque des Normands, et Richard Cœur de Lion et compagnie, ils parlaient français. Hein, c'était... Bon. Et par exemple, quand il y avait des débats entre Hillary Clinton et Donald Trump, vous voyez, ça remonte à quelques années déjà, avant la présidentielle, et tout le monde pensait que Hillary Clinton allait gagner. Et finalement, bizarrement, c'est Donald Trump qui a gagné. Eh bien, Donald Trump, il utilise des mots courts. Voilà. Et Hillary Clinton, elle utilise des mots longs. Vous voyez ? Donc, il avait beau jeu de dire, moi, je suis avec le peuple, hein, je suis avec vous, etc. Et dans ce livre-là, à un moment, il y a un passage où il y a une confrontation entre le narrateur du livre, le héros du livre qui s'appelle Pip, et son ennemi juré qui est un gamin qui était le commis du tailleur. Donc Pip, il est commis de forgeron au départ. Donc tous les deux sont comme on va dire, des enfants du peuple. Mais Pip, il présente la particularité qu'il grimpe, il monte l'échelle sociale. Il y a une sorte de miracle, enfin bon, c'est un coup du ciel comme ça, et il va devenir un gentleman. Donc peu à peu, alors en vérité c'est un peu triché parce qu'il ne parle jamais mal, même au début quand il est petit il parle pas mal, mais parce qu'il est en train d'écrire ça quand il a 40 ou 50 ans, il écrit sa propre histoire. Donc c'est un écrivain qui se censure en fait. Mais l'autre gamin, il parle mal, c'est un garçon du peuple. Bon. Et Pip, il grandit, on va supposer qu'il parle mieux, en tout cas, il parle de mieux en mieux. Et à un moment, il y a une confrontation, quand Pip est déjà, on va dire, un bourgeois, et l'autre gamin, il n'est pas un bourgeois. Et là, c'est très net, parce que Pip, il a des phrases longues, des mots longs, et le gamin, il a des mots courts, des mots très courts. Et c'est frappant parce que c'est un endroit où j'ai regardé certaines autres traductions. Et toutes les autres traductions, le gamin du peuple, il parle avec des mots longs. Parce que c'est difficile de faire autrement. On est obligé d'inventer pour qu'il y ait des mots courts en français. Et une particularité des traductions de l'anglais, c'est que la traduction en français, elle est toujours plus longue que la traduction en anglais. Donc si le livre en anglais pour la même taille de caractère fait 400 pages, le livre en français, il fera 500 pages. Alors, bon, moi je ne sais pas si je peux absolument me vanter, mais j'essaye de faire, mettons 450 au lieu de 50, vous voyez, de pas faire verbeux et français et trop latin, enfin vous voyez, c'est un point important. Parce que, alors ça c'est surtout vrai pour les romans noirs ou les romans policiers que je ne traduis pas ou que je n'ai pas encore traduit. Mais là, j'ai acheté un Dashiell Hammett quand j'étais à l'aéroport
à Los Angeles. Et, enfin, bon. Mais et ce qui est vrai, c'est que donc dans les premiers temps de la série noire, c'était horriblement traduit. Alors maintenant, ils ont refait, hein, je crois. C'est, voilà, bon. Donc maintenant, c'est mieux. Mais c'était particulièrement vrai pour ces textes qui, c'est des gens, des gangsters, des gens un peu des policiers, des gens qui parlent avec des mots brefs et des phrases simples. Et c'est ce qu'on voit aussi dans les films policiers américains. C'est une autre façon de parler que dans les films où il y a le roi et la reine et tout ce qu'on veut. La reine, elle avait son propre accent. Enfin, le roi et la reine, ils ont vraiment presque leur propre façon de parler. Ou les gens très très hauts, quoi. C'est un drôle d'endroit. Je voulais vous demander, mais vous avez en partie répondu à la question, si vous traduisiez pour Stevenson et pour Dickens, si vous les aviez traduits contre les autres traductions, c'est-à-dire en les ayant lus, ou si voilà, vous étiez parti... je les ai quand même achetés. Alors, ouais. Premièrement, elles me servent. C'est-à-dire que je les relis pour voir si je n'ai pas fait de grosses erreurs, parce que ça m'arrive de mal lire, en fait. Justement, la lecture, c'est très important. J'ai lu de travers quelquefois, puis j'ai dit, tiens, mais il a écrit ça. Je vois l'autre traduction, c'est autre chose. Mais tiens, il a écrit ça, puis je regarde, ah ben ouais, c'est moi qui me suis trompé. Donc, ça sert quand même d'avoir ces autres traductions. Mais c'est compliqué de rassembler toutes les traductions. Donc, celles qui sont vieilles, on les trouve sur Internet facilement. Sinon, je vais, mettons, à la FNAC, je regarde ce qui existe. Quelquefois, bon, pour certains livres, j'en ai plusieurs. Enfin, puis j'en ai pour des livres comme L'île au trésor, mettons, j'ai une traduction qui date de quand j'étais jeune, quoi, d'il y a très longtemps. Je crois qu'il y en a beaucoup moins pour Dickens. Vous m'aviez dit, Jean Hubert, qu'il y en avait 4, je crois, pour De Grandes Espérances. 4 en comptant celle de Jean-Jacques. 4, ah, d'accord. Oui. Ouais. Je n'ai plus les dates en tête, mais les intervalles entre les 3 précédentes et entre la moins ancienne de Sylvie Monod, qui est celle qu'on peut lire chez Folio. Non, c'est celle de... C'est pas la même que la Pléiade ? Non, la Pléiade, c'est celle de Pierre Léris, oui. qui était parue chez Grasset, je crois, en 1935. Et celle de Sylvie Monod, elle datait peut-être de 1956. Oui. Et on la trouve en folio classique. Et oui, donc seulement 4 traductions, c'était... 3 traductions avant l'an dernier. C'est particulièrement peu par rapport à ce qu'on peut trouver pour d'autres classiques aussi célèbres. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une grande différence entre la France et l'Angleterre ou les États-Unis en ce qui concerne Dickens, qui est beaucoup moins lu ici parce que les traductions n'étaient peut-être pas très sympathiques. Mais en Angleterre et aux États-Unis, il est très connu parce que dans Dickens, c'est très frappant dans ce livre-là, il y a ce qu'on appellerait des archétypes. Là, il y a une personne qui s'appelle Miss Havisham, qui est une dame qui est restée figée à un jour de sa vie. Donc elle est restée figée au jour de son mariage raté, et elle n'en bouge plus. Donc elle porte toujours sa robe de mariée, il y a son gâteau de mariage, 20 ans après, 30 ans après. Et c'est un personnage très, très impressionnant. Et quand j'étais en train de le traduire, alors je suis abonné à je lis des journaux américains, donc je lis le New York Times, et puis Time Magazine, The New Yorker, enfin, etc. Ben, il n'y avait à peu près pas, je dirais pas une semaine, il n'y avait pas un mois où je ne trouvais pas une mention de Miss Havisham à un endroit ou à un autre. Et je sais pas, il y a 4 jours, dans l'émission qui a changé de nom sur France Culture à l'heure du déjeuner, qui s'appelle maintenant le Club maintenant. Bon, eh bien, elle interviewait un écrivain américain qui s'appelle Bret Easton Ellis, et elle lui a demandé qu'est-ce que vous lisez en ce moment. Il dit je lis Great Expectations, je lis De Grandes Espérances. Vous voyez, c'est pas étonnant. Si vous allez en Angleterre ou aux États-Unis, eh bien, il y a une nouvelle version de la BBC dont j'entends beaucoup parler, et donc je ne sais pas si peut-être je peux la trouver sur Internet, enfin, voir les trucs ou sur l'ordinateur, je ne sais pas. Mais il paraît qu'elle a un côté un peu punk. Donc c'est De Grandes Espérances, mais modernisées d'une façon un peu comme ça, moderne, je ne sais pas comment dire. Mais à New York, si vous allez à New York, à Broadway, au théâtre de Broadway, il y a De Grandes Espérances aussi. Et ça, c'est un spectacle qui est fait par
une personne. Et alors, si j'ai bien lu, il me semble que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui une personne transgenre. Donc elle fait tous les rôles. Donc évidemment, elle fait Miss Havisham, et puis elle fait aussi Pip, et puis elle fait aussi Herbert, etc. Parce qu'elle peut faire les rôles masculins et féminins, vous voyez. Bon, elle peut changer de voix. D'ailleurs, je peux le faire aussi. Hein. Et moi, j'ai beaucoup lu à mes enfants, donc je faisais toutes les voix J'ai lu Oliver Twist, par exemple. Alors, à propos d'Oliver Twist, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, peut-être sur Nigger, etc. Et c'est que je l'ai relu entre les deux livres. Je me dis, bon, ben, celui-là a eu une sorte de... le premier, L'île auteur, a eu une sorte de succès. J'ai été interviewé beaucoup plus que quand je faisais des romans dits pour la jeunesse. Et je me suis dit, faut, maintenant que j'ai le pied dans la porte, il faut que j'en fasse un autre. Alors, j'ai lu plusieurs trucs. Et comme j'aime bien Dickens, je me dis, il faut que je me lance, il faut que je fasse Dickens. J'ai relu Oliver Twist, que j'aimais beaucoup quand j'étais enfant. Et c'est quand même délicat, parce que, bon, outre que Oliver Twist, c'est un petit gamin vraiment très énervant et pas intéressant du tout. Mais en dehors de ça, il y a un personnage qui est formidable, c'est l'équivalent de Long John Silver dans L'île au trésor, là, qu'on a vu dans le film. C'est un personnage qui s'appelle Fagin. Donc c'est un vilain méchant. Et son métier, en fait, c'est receleur. Mais en même temps, il est à la tête d'une sorte de troupe de pickpockets qui sont des enfants. Donc il engage Oliver Twist dans sa troupe, etc. Et il présente la particularité d'être juif. Alors, donc Dickens, il le décrit avec les stéréotypes qu'il y avait à l'époque sur les juifs. C'est quand même un peu embêtant. Alors moi j'aime bien ce livre, mais je me suis dit je ne vais pas le traduire parce que Oliver Twist il m'énerve trop. Bon. Mais les bandits ils sont formidables. Les gamins bandits, et puis il y a vraiment un méchant, il y a une prostituée, et puis il y a son souteneur, Macro, je ne sais pas comment on dit, qui l'assassine. Enfin, c'est très très bien. Mais le personnage de Fagin et le côté antisémite, c'est difficile. Alors, moi, je mets des notes dans mes livres. Alors, on peut faire une note, et là, j'ai traduit en français un passage d'un livre qui s'appelle Notre ami commun. C'est le dernier roman achevé par Dickens, où il y a un juif, et Dickens a rattrapé un peu le coup. Hein. Alors, dans ce livre-là, il reste encore à un moment, il y a des juifs qui sont un petit peu caricaturés, hein, quand même. Moins que Fagin, mais donc les gens, ses copains juifs à Dickens, il avait des amis juifs. Et la première fois, ils lui ont fait des reproches, et puis il était jeune, il avait que 23 ans, comme ça. Mais là, ils ont dit quand même, t'as recommencé. Et bon, et puis du coup, dans le livre suivant, il a fait un personnage juif qui est intéressant. Et donc j'ai traduit un peu un passage où on voit que Dickens a interviewé des juifs, etc. Il dit une chose que je trouve très intéressante, et il dit, nous les juifs, on doit mieux se conduire que les autres gens. Parce que si un catholique ou un anglican fait quelque chose de mal, les gens ne vont pas dire, voilà bien les anglicans, hein. Voilà bien, pour les catholiques peut-être, mais voilà bien les anglicans. Mais si les gens ne vont pas dire ça. Hein. Mais si c'est un juif, ils diront voilà bien les juifs. Vous voyez. Donc il dit que quand on agit, si c'est un juif, quand il agit pas juste pour lui-même, mais aussi pour le peuple juif. Vous voyez. Donc c'est un paragraphe assez développé qui est assez bien. Donc là, Dickens, il rattrape le coup. Mais bon, alors, est-ce que je peux traduire Oliver Twist en vraiment gardant ce que Dickens a dit avec une postface qui explique tout ça? Je ne sais pas. Mais enfin, en plus, je trouve que c'est vraiment un livre où il était débutant et il s'est tellement amélioré après. Je pense à autre chose peut-être à dire à propos de l'importance qu'une nouvelle traduction peut avoir dans la réception d'une œuvre et même dans l'image générale qu'on peut avoir de son auteur. Lorsqu'on a commencé à travailler plutôt lorsque Jean-Jacques nous a annoncé qu'il avait terminé sa traduction des Grandes Espérances, et lorsque, avec Sylvie, on a décidé de la publier à l'automne suivant, comme ça arrive à chaque fois, évidemment, on a été pris d'une obsession exclusive pour Dickens, qui nous a occupés pendant un an. Donc on a saoulé absolument le monde entier avec Dickens et les Grandes Espérances, en ne parlant rigoureusement que de ça.
dans notre entourage d'une part, mais évidemment autour de nous, dans le milieu littéraire, auprès des journalistes, auprès des libraires, etc. On a par exemple discuté à peu près avec 300 libraires entre l'annonce du livre au printemps et les fêtes de fin d'année. Donc 300 personnes, ça fait un échantillon quand même assez représentatif des lecteurs, et en plus de ces lecteurs professionnels que sont les libraires. Et il y avait vraiment eu un avant et un après dans ce qu'on a entendu à propos de Dickens et des Grandes Espérances. Il y a eu un premier discours général, massif, à peu près unanime, en tout cas chez des lecteurs non anglophones, qui n'avaient pu lire Dickens qu'en français, lorsqu'on a annoncé le livre, mais qu'il n'était pas encore fabriqué, que donc personne ne l'a vu en main et que donc personne n'avait pu lire. C'est vous faites Dickens, c'est vraiment vieillot, c'est vraiment poussiéreux. Moi j'ai étudié ça à la fac, c'était un pensum, c'était extrêmement ennuyeux. Voilà, c'était quelque chose qui était beaucoup dit sous différentes formes. C'était pas toujours aussi accablant que cela, mais on sentait un certain étonnement que Tristram, qui a la réputation d'être un éditeur assez remuant, souvent très moderne dans ses choix de texte et dans ses manières de faire, que brusquement qu'on ait l'air d'aller chercher un très vieux truc, enfin presque une espèce d'antiquité ou d'objet de brocante littéraire. Et puis à partir du mois de mai ou du mois de juin, le livre était imprimé, donc on a commencé à le faire circuler, et on a continué à dialoguer avec les uns et les autres, et à ce moment-là, on discutait avec des libraires qui avaient commencé à lire le livre, qui étaient en plein dedans, ou qui venaient juste de le terminer lorsqu'on s'approchait de la fin de l'année. Et là, le discours avait complètement pivoté. C'était, bon, alors, c'est formidable, etc., mais Dickens, c'est vraiment le précurseur de l'écriture cinématographique, le montage. Nous aussi, évidemment, on a vécu cette transformation, évidemment, au cours de notre lecture, mais voilà, en l'espace de 6 mois, on a vu sous nos yeux l'image de cet immense écrivain, de cet immense romancier, passer d'une image fausse, extrêmement passéiste, à, pour ainsi dire, le paragon de ce qu'il y a de plus moderne aujourd'hui dans les narrations, même cinématographiques ou télévisuelles, simplement parce que dans l'intervalle, on était passé des 3 traductions disponibles qui étaient très académiques, qui était très sage, qui était très polissé, très bien peigné, à la traduction de Jean-Jacques Greff, qui donne vraiment l'impression de lire tout à fait autre chose. Une chose sur ce que tu disais tout à l'heure, sur le fait que c'était une préoccupation récente, l'histoire de la fidélité, etc., etc. On était là la semaine dernière à ces journées sur la traduction, là, Dieu le fit. Et par exemple, Christian Garcin, qui a traduit avec Gilles Boeuf Edgar Poe, les nouvelles d'Edgar Poe, rappelait qu'il y avait eu ce truc par rapport à Baudelaire, où on disait que Baudelaire avait complètement baudelarisé Edgar Poe. Il dit, quand on regarde les textes, c'est pas vrai du tout. Il dit, Baudelaire est très fidèle, quasiment scrupuleux. Et contrairement à la légende, alors pourquoi est-ce que il y a pas d'interprétation de Baudelaire, il y a pas de, donc voilà, il y a aussi pas mal de choses qui sont dites et il faut les vérifier, quoi. Sur votre dernière intervention, je pense elle est assez compréhensible. Je pense qu'il y a derrière peut-être des idées marketing et de dire que pour justifier justement une nouvelle traduction, parfois, on essaye de s'attaquer à une beaucoup plus ancienne. Donc, dans le cas de Baudelaire, par exemple. C'est quelque chose qu'on a toujours dit sur Baudelaire, quoi. C'est toujours. Hein. Donc, j'avais 2 questions. Alors, j'en avais qu'une au début, mais maintenant j'en ai 2 puisque vous avez abordé justement le cas de notre ami commun de Dickens, où j'ai l'impression qu'il y a une forte demande par rapport à une nouvelle traduction de ce roman, je crois que c'est le roman français de Dickens où je crois qu'il n'existe qu'une seule traduction française, assez rare d'ailleurs à trouver, parce que je pense qu'on ne la trouve que dans un ouvrage où il y a plusieurs autres romans de Dickens. Donc il y a véritablement une demande sur notre ami commun, qui est, paraît-il, en plus la réputation d'être le plus grand peut-être roman de Dickens. Bon, je ne sais pas. Après, j'avais une deuxième question. Alors, c'est peut-être moi qui ai eu une mauvaise information, mais est-ce qu'il ne devait pas y avoir un 3e volume de l'autobiographie de Mark Twain ?
Voilà, le gag. Si, bah donc je vais, oui. Il existe en anglais. Donc c'est un sujet assez douloureux pour nous, puisqu'on avait lancé ce projet de traduction de l'autobiographie de Mark Twain avec Bernard Hopfner, sur la lancée des traductions qu'il avait faites de Tom Sawyer, de Huckleberry Finn, et quelques années plus tard d'un roman posthume de Twain, qui s'appelle Numéro 44, Le mystérieux étranger, posthume ou à demi-posthume, puisque c'était le dernier roman que Twain avait écrit. Il est mort. Et donc la publication était posthume en version originale, mais Twain était vraiment devenu une sorte de marque déposée, enfin en tout cas de marque commerciale, et la succession de Twain a découvert avec horreur un roman qui était d'une noirceur phénoménale, un livre extrêmement dur, un roman nihiliste, dépourvu de toute croyance en l'au-delà, beaucoup de choses contre Dieu, etc. Et donc la famille n'a pas voulu donner cette image du grand homme, et donc ils ont simplement autorisé à l'époque une version expurgée, vraiment transformée, où il reste un canevas narratif, une très belle histoire, comme Twain savait les imaginer, mais tout le substrat d'angoisse, de noirceur et de nihilisme du livre avait été évacué. Et donc, il y a un organisme passionnant qui est installé à l'Université de Californie, qui s'appelle le Mark Twain Project, qui donc avait travaillé sur les manuscrits, les carnets, les cahiers, les brouillons de Twain, et qui donc, il y a une dizaine ou une douzaine d'années, a publié pour la première fois aux États-Unis le véritable texte de Twain de ce roman final. C'était donc un texte sous copyright. Les autres étaient évidemment dans le domaine public depuis longtemps, dont on a acheté les droits, que Bernard Hopfner a également traduit. Ça a eu beaucoup moins de succès que Tom Sawyer et Huckleberry Finn, simplement parce que... Enfin, un succès, disons, anecdotique, mais sans commune mesure, évidemment, parce que c'est un texte qui n'avait pas d'histoire et pas de réputation. C'est dommage, parce que c'est un texte vraiment très, 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 très fort, avec même une dimension fantastique très, très étonnante. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Et le Mark Twain Project, quelques années plus tard, très précisément en 2010, a donc annoncé la publication d'un projet, enfin d'un ouvrage qui était mythique, qui était cette autobiographie que Twain avait donc écrite, ou plutôt dictée, pendant les dernières années de sa vie, donc un texte gigantesque, hein, de plusieurs milliers de feuillets. C'était également un texte sous copyright, évidemment, et ça paraissait si tardivement parce que Twain considérait que écrire une autobiographie, c'est bien, mais ça n'a de sens et de valeur que si c'est honnête, ce qui implique de dire la vérité sur tout et sur tout le monde, et donc de faire un livre impubliable de son vivant, puisque, enfin, sauf s'il voulait se mettre à dos tous ses amis et toutes ses relations, qui étaient nombreuses dans le cas de Twain, qui était devenu une véritable vedette. Donc, plutôt que de faire un faux livre pour maintenant, il a préféré faire un vrai livre pour plus tard. Et donc, la disposition testamentaire, c'était la publication sera autorisée, si ça intéresse encore quelqu'un, 100 ans après ma mort. Il a cassé sa pipe donc en 1910, et donc en 2010, le premier volume de cette autobiographie est paru. On parlait tout à l'heure des présidents américains, et à l'époque c'était Obama, qui régulièrement intervenait dans des émissions pour commenter les livres qui étaient sur sa table de chevet. Et lorsqu'on dit, bon alors président Obama, qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Il dit, je viens comme tout le monde d'acheter le tome 1 de l'autobiographie de Twain, et maintenant que je lis ce livre, je comprends mieux ce que c'est que l'Amérique. Donc boum, il y a eu une explosion commerciale, ça s'est beaucoup vendu aux États-Unis, ce qui avait compliqué notre tâche à Sylvie et moi, puisqu'on était en train de négocier les droits. Donc au départ on était seuls, là brusquement on avait beaucoup de concurrents. Donc merci Obama, mais pas merci complètement. Donc finalement le projet s'est fait chez nous. Bernard Hopfner, avec un enthousiasme délirant, a donc attaqué la traduction de ce premier volume, qui a été assez rondement mené, qu'on a édité, qui effectivement a également été un succès en France, sans commune mesure avec les États-Unis.
Assez rapidement, il a enchaîné avec la traduction et nous avec la publication du deuxième volume, qui est encore meilleur que le premier, parce que le premier est un petit peu affaibli. Il est passionnant, il est merveilleux, mais il y a une première partie un petit peu plus fastidieuse, avec justement toutes les tentatives avortées de son projet d'autobiographie avant qu'il comprenne qu'il fallait faire tout à fait autrement et qu'il recourt à ce principe de la dictée qui permet d'exaucer ses qualités extraordinaires de conteur, mais comme il avait une dactylo qui n'était pas très dégourdie, il fallait qu'il écrivait son livre à l'oral, mais pas trop vite pour qu'il ait le temps de prendre des notes. Donc il rédigeait quand même un peu, et puis ensuite il retravaillait. Enfin, voilà, je ne veux pas être trop long sur le sujet, mais c'est vraiment un livre... C'est vraiment un livre tout à fait stupéfiant. Et alors que Bernard Hopfner venait à peine de commencer la traduction du troisième volume, il s'est noyé au Pays de Galles. Et évidemment, le peu qu'il avait fait est tout à fait inutilisable. Et donc, on se retrouve depuis maintenant un assez grand nombre d'années face à ce dilemme. Il faut évidemment faire ce livre. On se demandait à qui en confier la traduction. On a même imaginé à un moment donné de constituer de toutes pièces une sorte de collectif Bernard Hopfner, puisque c'est un traducteur très aimé, très admiré, qui a lui-même formé d'autres traducteurs. Et actuellement, on en discute avec Jean-Jacques, donc peut-être qu'on le fera ensemble. Voilà, pour l'instant, rien n'est tout à fait décidé, mais c'est évidemment toujours à l'ordre du jour. Il y a quelque chose qui va arriver dans quelques semaines, c'est une nouvelle traduction du docteur Givago, de Pasternak. Ça a l'air d'être extrêmement émulant aussi. Je crois qu'il y avait un gros travail, parce qu'il y avait 4 traducteurs différents. Chez Gallimard, toujours. Eh bien, je crois s'il n'y a plus de questions du public, je pense qu'on va s'arrêter là. Sylvie, merci. Jean-Jacques, merci. Jean-Hubert, merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup. Vous venez d'entendre à l'instant Sylvie Martini et Jean-Hubert Galliot des éditions Tristram et Jean-Jacques Greff, traducteur, de Robert Louis Stevenson lors d'une rencontre en lien avec la programmation de la Cinémathèque de Toulouse et Occitanie Livre et Lecture. Réalisation et mise en onde Radio avec Radio Plus et Radio Terre.